Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode des Previews 2025 de The Triple Podcast. Aujourd'hui, on part dans le Grand Nord. Aujourd'hui, on va se battre pour une hache, celle de Paul Bunyan. Aujourd'hui, on va vous parler de Wisconsin et de Minnesota, des Badgers et des Golden Gophers, de la rivalité la plus d'une des plus vieilles rivalités du college football et la rivalité qui s'est le plus jouée dans l'histoire du college football puisque les deux équipes se sont s'affrontent depuis 1890 et se sont affrontés 134 fois. Ce sera donc le 135e match entre les deux équipes. C'est également la rivalité qui s'est jouée le plus longtemps sans aucune interruption, avec 118 matchs de suite, série toujours en cours. Bref, une belle rivalité dont on ne parle pas toujours parce que deux programmes pas forcément les plus médiatiques, mais il y a des choses à dire. Et on va commencer tout de suite du côté de Madison, donc dans le Wisconsin, avec les Badgers. Les Badgers qui n'ont pas vécu une super saison 2024. C'était la deuxième saison de Luke Fickell qui était arrivé un petit peu comme le sauveur en 2022, enfin fin 2022, puisqu'il avait commencé sa première saison complète était en 2023. Et donc voilà, Luke Fickell, bien connu du côté de Cincinnati, puisqu'il avait permis aux Bearcats de se qualifier pour les playoffs, une qualification historique à l'époque, puisque c'était la première équipe du Group of Five à participer aux playoffs de college football. Bref, Luke Fickell était arrivé en 2023 dans le but de moderniser le programme, de relancer un programme de Wisconsin un petit peu moribond qui n'était plus vraiment une powerhouse en Big Ten. Mais voilà, les progrès n'ont pas été affichés et les Badgers ont terminé avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites. Des défaites, notamment une lourde défaite avec la réception d'Alabama. Puis ensuite contre USC, Penn State, Iowa, une courte défaite contre Oregon avant de perdre contre Nebraska et contre Minnesota. Une saison en 5-7 qui a aussi une grosse incidence, en effet, malgré un départ en 5-2. L'écroulement de Wisconsin, qui a terminé la saison avec 5 défaites de suite, a donc mis fin à une série qui durait depuis 2001. C'était la participation à un bowl. En effet, depuis 2001, Wisconsin avait toujours participé à un bowl en fin de saison. Et bien voilà, cette série est désormais révolue à cause de cette saison négative du côté de Madison. La blessure du quarterback Tyler Van Dyke, qui s'est blessé au début du match contre Alabama, n'a pas aidé. Mais il faut quand même dire que l'attaque de Wisconsin s'est perdue. Elle s'est perdue pourquoi? Parce que Luke Fickell était arrivé à Wisconsin avec une idée en tête d'imposer une air raid offense totalement à l'opposé de la culture offensive du programme. Il n'a pas réussi à installer cela. L'attaque n'a jamais réussi à trouver son rythme et on sait, hein, la air raid, voilà, c'est donc cette attaque qui passe par la passe à outrance dans une université, dans un programme qui a toujours plutôt privilégié le jeu au sol et les excellents running backs, par exemple Jonathan Taylor, hein, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années. Voilà, du côté de l'attaque qui n'a pas fonctionné et en plus avec la blessure de Tyler Van Dyke, le quarterback, ça n'a pas arrangé les choses et la défense a été elle aussi absolument atroce avec seulement 8 turnovers provoqués et en ayant eu la pire run defense de l'histoire du programme depuis 2005. Bref, un cocktail moribond qui explique donc la mauvaise saison du côté de Wisconsin. Luke Fickell, qui était arrivé tel un sauveur fin 2022, est désormais sur la hot seat et doit réussir à renverser la tendance s'il veut encore être à Madison l'an prochain. Il y a donc eu des mouvements pour les Badgers. On a viré l'offensive coordinateur Phil Longo, qui va aller coacher son Air Raid Offense à Sam Houston en tant que head coach. Et on accueille donc Jeff Grimes qui arrive de Baylor. Jeff Grimes qui est un adepte de d'une attaque pro-style, wide zone
et play action. Bref, quelque chose qui correspond beaucoup plus à l'identité Wisconsin. On va repasser sur des jeux de passe beaucoup plus courts et beaucoup plus de jeux au sol. Et enfin, au niveau de la défense, le coordinateur défensif Mike Tressel reste au poste. Malgré la mauvaise saison 2024, Mike Tressel, donc, qui reste à la tête de la défense des Badgers. Donc voilà, du côté de Luke Fickell, on a clairement considéré que c'était surtout l'attaque qui a posé problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait venir Jeff Grimes pour remettre un peu de l'ordre dans la maison. Au niveau du recrutement lycéen, la 27e classe du pays avec 5 joueurs 4 étoiles. Le linebacker Mason Pozza, 15e meilleur linebacker du pays. Le ledge Nicolas Clayton, le defensive line Jalen Williams, l'offensive tackle Logan Powell et l'intérieur offensive lineman Hardy Watts. Ce sont donc les 5 joueurs 4 étoiles. Il y a en tout 22 lycéens recrutés pour cette saison du côté de Wisconsin. Le portail des transferts, lui, a été chargé durant l'intersaison puisque Wisconsin a signé la 14e classe de transfert. Chargé parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, mais aussi parce qu'il y a des joueurs très importants qui sont partis, notamment le running back Tawi Walker, 864 yards l'an dernier, qui a donc quitté le programme. Le tight end Tanner Koziol, qui est un des excellents tight ends de college football, qui était à Ball State l'année dernière. Il était arrivé en décembre dernier, mais il a finalement transfert au printemps pour partir du côté de Houston. Donc c'est un in and out assez dramatique à ce poste-là, tellement Tanner Koziol aurait pu être un vrai bon renfort dans l'attaque des Badgers. Et en défense, eh bien, on a déjà premièrement le safety Hunter Wallon qui est parti pour la NFL, mais en plus on a perdu Xavier Lucas, le cornerback, le freshman qui part pour Miami. Xavier Lucas qui était considéré comme la star montante de la défense de Wisconsin, qui a donc posé ses valises à South Beach. Voilà pour les départs. Et donc il a fallu renouveler un petit peu tout ça, notamment du coup en attaque d'abord, puisque la room de quarterback a complètement changé également avec l'arrivée de Billy Edwards Jr. qui arrive de Maryland, qui devrait être le starter à ce poste-là, et Danny O'Neill qui arrive de San Diego State. Au poste de receveur, on a fait venir Jalen Ballard d'Ohio State. D'Ohio State, oui. Jaden Ballard, qui notamment un athlète élite et qui il a fait partie de la room de receveurs de Ohio State, qui est quand même toujours gage de qualité quand on sait les excellents joueurs qui sortent à ce poste des Buckeyes. Et puis Mark Hamper qui arrive d'Idaho, qui est un joueur qui avait une très bonne production avec les Vandals et qui est une cible assez grande. Voilà pour les deux receveurs importants à noter dans les arrivées. Au niveau des tight ends, Lance Mason arrive de Missouri State avec une bonne ligne de stats l'année dernière, 590 yards et 6 touchdowns pour Lance Mason, qui va donc devoir remplacer, qui se retrouve un peu propulsé au poste de tight end numéro 1 après le départ l'espèce d'aller-retour de Tanner Koziol. Et au niveau de la ligne défensive, on fait venir Davis Eisen, qui a starté pour 36 matchs à Central Michigan, qui sera left tackle et qui devra notamment remplacer Kevin Haywood, le tackle qui s'est blessé gravement au printemps et qui pourrait rater une grande partie de la saison. Au niveau de la défense pour Wisconsin, on a fait venir beaucoup de joueurs, surtout dans la D-line, avec 4 nouveaux joueurs. Le lineman Charles Perkins qui arrive de UT Martin, qui était un des defensive linemen les plus en vue du portail des transferts en provenance de la FCS. L'edge Mason Rager qui arrive de Louisville. L'edge Corey Walker qui arrive de Western Michigan et le defensive lineman Parker Peterson qui arrive de Tulane dans une D-line complètement renouvelée. Il faut améliorer la run defense et ça passe dès les tranchées. Au niveau des joueurs à noter dans cette équipe de Wisconsin, on va parler de jeu au sol. C'est normal, on est chez les Badgers et les Badgers ont décidé de revenir aux sources, de revenir aux fondamentaux. On aura donc Dilly Jones, Cade Yakameli et Darian Dupré qui devront donc prendre la relève de Walker. Au niveau de la O-line, on a 2 très gros noms qui sont vraiment les 2 cadres et les 2 ancres de cette O-line, avec le right
tackle droit Riley Malman, et le centre Jack Renfro, qui est aussi le capitaine de l'attaque de Wisconsin, dans une line qui a toujours eu la réputation d'être très stable dans ce programme. Enfin, au niveau des receveurs, Vinny Anthony de Second qui revient pour une dernière saison avec les Badgers. Au niveau de la défense, deux linebackers à noter, Christian Aliegro et Tackett Curtis, qui seront appelés à step up par rapport à leur année 2023 et qui seront vraiment les deux leaders derrière les tranchées. Et puis dans le backfield, 4 starters reviennent donc avec les safety Preston Zachman et Charlie Jarvis, ainsi que les cornerbacks Ricardo Allman qui était All-American en 2023 et Nizier Fourkran. Voilà pour les joueurs à noter du côté des Badgers, une équipe des Badgers donc qui va devoir relever la tête. Et enfin, on peut noter l'excellent kicker Nathaniel Vakos qui reprend du service pour cette saison du côté des Badgers. La grande question du coup, du côté de Wisconsin, ça va être vraiment de savoir si le nouveau schéma offensif va fonctionner. En tout cas, il semble beaucoup mieux convenir à ce roster, qui va donc revenir aux bases du jeu de Wisconsin, courir et contrôler la cloque. Du côté de la défense, on va s'attendre à augmenter le nombre de turnovers tout en essayant de tenir durant le match entier, parce que c'était l'une des pires équipes dans cet exercice dans le 4e quart-temps l'an dernier, avec plus de 72 points encaissés dans le dernier quart-temps. Et puis il faudra voir comment cela va fonctionner, parce que la défense, il y a des bons noms, il y a de la profondeur, mais ça manque cruellement de playmaker, puisque le meilleur playmaker de l'équipe est parti à l'intersaison avec le départ donc de Xavier Lucas. La grande interrogation sera Billy Edwards Jr. Au poste de quarterback. L'ancien quarterback de Maryland est un QB plutôt moyen en college football, mais si l'attaque tourne bien dans le running game, cela mettra moins de pression sur ses épaules. Il y a aussi un gros point d'interrogation au niveau du corps des receveurs, qui semble assez expérimenté tout de même, avec pas mal d'arrivées. La O-line, elle, sera quand même un motif d'espoir, même si, attention, ce n'est pas forcément rassurant en termes de profondeur. Il faudra que les titulaires restent en bonne santé durant toute la saison. Donc on peut le voir, pour cette saison à Wisconsin, c'est clairement l'année ou jamais pour Luke Fickell, qui va devoir faire beaucoup mieux que l'an dernier et retourner au minimum en bowl. Il a fait ce qu'il fallait, il a compris son erreur, qui était de vouloir imposer une air raid offense à Madison, et il a agi en conséquence pendant l'intersaison. Maintenant, il a fait donc le changement au poste de coordinateur offensif, et donc c'est lui le prochain qui est sur la hot seat, c'est lui le prochain fusible si jamais Wisconsin continue de s'enfoncer. On parle quand même là d'un programme historique du college football qui fait partie des très grands programmes qui ne s'est pas qualifié depuis l'instauration des playoffs. Et il est quand même temps que ça change, il est quand même temps que Wisconsin revienne un peu sur le devant de la scène, même si on sait que c'est une Big Ten qui est devenue de plus en plus forte avec l'arrivée d'Oregon, de USC, UCLA et de Washington, mais quand même un Wisconsin au fond de la Big Ten, ce n'est pas normal, et on espère du côté de Madison qu'on retrouvera des couleurs. Allez, avant de parler du pronostic de Wisconsin, on réserve ça pour la fin de la preview. On passe du côté du Minnesota, on passe chez le voisin à Minneapolis, où c'est tout à fait une autre ambiance du côté des Golden Gophers. En effet, ils ont réalisé une belle saison 2024 avec 8 victoires pour 5 défaites et le Duke's Mayo Bowl contre Virginia Tech début janvier. C'est la 6e victoire en bowl de suite en autant de participation. C'est l'ordre de PJ Fleck, qui est plus que jamais le maître des lieux à l'orée de sa 9e saison dans le Minnesota. Minnesota qui a notamment perdu de très peu face à Penn State fin novembre. Une victoire qui aurait pu leur permettre de basculer dans le top 25. Malheureusement, ils n'ont pas fini classés. Mais quand même, ils ont quand même pris le scalp d'une équipe classée cette saison avec USC. Et début octobre, pour une équipe de Minnesota qui, franchement, a fait une belle saison, surtout la défense.
avec 16 points encaissés par match et un taux de stop au 4e down à 91%. La défense de Minnesota a été le moteur de la réussite de l'équipe l'an dernier, tellement elle était proche de l'élitisme. Ça a été vraiment, vraiment une excellente défense et c'est dommage que l'attaque n'a pas toujours répondu présent. Maintenant, l'objectif pour les Golden Gophers va être de passer un cap. C'est parce que ça y est, les fondations sont là. Minnesota est une équipe qui enchaîne les bonnes saisons sous les ordres de PJ Fleck. Et il va falloir maintenant passer de ce statut d'une bonne équipe de milieu de tableau de Big Ten à une équipe qui est capable de viser plus haut et d'entrer, pourquoi pas, en concurrence pour une place en finale de conférence. Les fondations sont solides à Minnesota et il va maintenant falloir décoller, sortir de cette belle position quand même, demander à Wisconsin ce qu'ils aimeraient. C'est vrai que Wisconsin aimerait se retrouver au niveau de Minnesota, c'est-à-dire une bonne équipe de milieu de tableau de Big Ten pour la saison 2025. Voilà, Minnesota, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'ils le sont. Ils enchaînent les belles victoires. On se rappelle de l'excellente saison 2019 maintenant, je crois. Ça commence un petit peu à remonter, mais voilà, c'est des équipes qui enchaînent quand même les bonnes saisons, qui quand elles vont en bowl gagnent tout le temps les bowls. Donc maintenant, l'objectif va vraiment être de décoller et d'être, pourquoi pas, un contender pour le titre de conférence. Au niveau du coaching staff, le duo de coordinateurs offensifs Greg Arbog Jr. et Matt Simon seront toujours là, tandis que le coordinateur défensif Corey Hetterman est parti pour Miami. Il est remplacé en interne par Dali Collins qui se partagera le rôle avec Nick Monroe qui est déjà présent depuis quelques années. Le schéma qui a si bien marché l'an dernier en défense restera en place avec deux hommes qui connaissent la maison. L'équipe, au niveau des départs, a perdu son quarterback titulaire Max Brosmer, qui était arrivé l'année dernière depuis New Hampshire. Max Brosmer, qui n'est pas très loin, puisque après sa bonne saison au poste de quarterback, a réussi à avoir une place chez les Minnesota Vikings en tant qu'UDFA. On verra si il survivra au cut après la fin de la pré-saison. Mais voilà, Max Brosmer qui joue dans l'équipe NFL du coin. Il y a aussi eu 3 joueurs qui ont été draftés avec Ereantae Erseri, l'offensive tackle, le cornerback Justin Whaley et le linebacker Cody Lindenberg qui sont partis en NFL à la draft au mois d'avril. Il y a aussi la perte de leurs 2 receveurs, Daniel Jackson et Elijah Spencer, qui étaient à l'origine de la moitié des yards à la réception en 2024, ainsi que sur le portail des transferts, l'offensive tackle Philip Daniels, qui est une star montante à ce poste, qui est parti pour Ohio State. Au niveau du recrutement lycéen, Minnesota a réalisé la 48e classe avec seulement 2 joueurs 4 étoiles, le receveur Bradley Martineau et l'edge Emmanuel Carmo. 22 joueurs lycéens recrutés cette saison et Emmanuel Carmo, l'edge, qui était le meilleur joueur du Minnesota, des Golden Gophers, qui continuent quand même à réussir à aller chercher le meilleur joueur de leur état à chaque fois. Concernant la classe de transfert, Minnesota a la 29e classe avec 22 arrivées, majoritairement du côté offensif du ballon. On peut noter l'arrivée du running back A.J. Turner qui était un excellent running back assez rapide, assez versatile, qui jouait du côté de Marshall. Les 3 receveurs, 3 nouveaux receveurs avec Javon Tracy qui arrive de Miami, Ohio, qui est projeté pour être le receveur numéro 1 après une très belle saison 2024 avec les Red Hawks. Il sera accompagné par Logan Loya qui est attendu pour jouer dans le slot. Et enfin, le big body, la menace en red zone, Malachi Coleman qui arrive de Nebraska. Et puis Logan Loyan, je ne sais pas si je l'ai dit, mais qui arrive de UCLA. Voilà pour les 3 receveurs. Il fallait bien remplacer les 2 très gros bons joueurs que sont Daniel Jackson et Elijah Spencer qui sont partis l'année dernière. Et donc avec 3 receveurs qui arrivent sur le portail des transferts, 3 joueurs expérimentés qui seront attendus pour être titulaires Day One. On a aussi reconstruit la ligne offensive avec le départ de 3 titulaires. Donc avec 4 arrivées assez intéressantes, on verra qui, notamment 3 joueurs à l'intérieur de la ligne, avec Marcellus Marshall qui arrive de UCF avec une très grosse expérience de starter, Jaden Ball qui arrive de Purdue qui était en concurrence avec Ohio State pour le joueur et Minnesota a réussi à rafler la mise. On a ensuite Dylan Ray qui arrive de Kentucky et le tackle Kylie Tafai
qui doit remplacer Daniels. Avec le départ de Max Brosmer, c'est le redshirt freshman Drake Lindsay qui va prendre le poste de titulaire. L'ancien 3 étoiles est un très grand QB avec un bras puissant qui avait été élu meilleur joueur de l'Arkansas en 2024 et qui avait dit dans une interview être extrêmement avoir pris une claque de ne pas avoir été recruté par les Razorbacks et qui est donc parti dans le Minnesota pour prouver à Arkansas qu'ils auraient dû parier sur lui. Voilà, Drake Lindsay qui va utiliser toute cette motivation pour être au centre de l'attaque des Golden Gophers cette saison. Au poste de running back, l'excellent Darius Taylor revient pour sa saison junior où il espérera passer la barre des milliards pour la première fois de sa carrière, lui qui était à peu près à 900 et quelques l'année dernière, et il est aussi une très bonne soupape de sécurité pour un jeune quarterback puisqu'il a réalisé l'année dernière 54 réceptions pour 355 yards. Bref, on sait quand on a un jeune QB, c'est important d'avoir un running back capable de réceptionner pour pouvoir toujours avancer à la passe. Et puis le tight end Jamison Gears sera aussi là pour aider l'INSEE à se développer. La ligne offensive, on en a parlé donc avec ces 4 transferts. On passe tout de suite à la défense pour parler de la star de l'équipe, le petit prince selon Valentin qu'on salue. Coy Parrish, le meilleur joueur du Minnesota de la classe 2023, qui était un véritable couteau suisse au lycée, qui jouait running back, quarterback, safety, kick returner. Il s'est imposé au poste de safety et il a tout de suite impressionné le monde du college football puisqu'il a été tout simplement nommé First Team All Big Ten et Second Team All American pour sa saison freshman avec notamment 5 interceptions et un fumble forcé. Il sera le leader d'un backfield qui a perdu ses 2 cornerbacks titulaires à l'intersaison. 2 transferts qui sont donc arrivés pour pallier à cela avec Jalen Bowden qui arrive de North Carolina Central et John Nestor qui arrive d'Iowa. Enfin, le très bon Kerry Brown sera également de retour aux côtés de Perish, je ne sais jamais comment ça se prononce, en tout cas de la star de l'équipe au poste de safety, Coy Perish, qui est vraiment allez voir vraiment sa highlight. C'est un joueur frisson, excellent athlète, avec très bon sens du jeu et on attend de lui une encore meilleure année que son excellente année freshman. Concernant le linebacker, le meilleur joueur devrait être Maverick Baranowski qui devra faire oublier Cody Lindenberg, parti pour la NFL, et il sera accompagné du transfert d'Oklahoma State, Jeff Robertson. Au niveau de la ligne défensive, on aura des joueurs de top qualité comme Devon Eastern et surtout Anthony Smith, mais attention, même si on a des très bons joueurs, ça manque de profondeur derrière pour une défense contre la course qui a parfois pris l'eau l'année dernière, comme contre Iowa avec plus de 200 yards encaissés. Voilà. Donc, au niveau de cette défense qui sera menée par le sophomore Coy Parrish. Au niveau des special teams, Minnesota va devoir se trouver un nouveau duo de kicker-punter pour la première fois depuis plusieurs saisons. Ça n'était jamais arrivé d'avoir les 2 postes à remplacer. Le transfert de Syracuse, Brady Denaburg devrait être le kicker titulaire alors que ça se dispute entre Caleb McGrath et Luck Reers pour le poste de punter. Et enfin, on va reparler de Parrish qui sera également une vraie menace dans le return game. L'objectif cette saison, du côté des Golden Gophers, ce sera clairement d'améliorer l'attaque, notamment à la passe, pour pouvoir alléger Darius Taylor. On l'a vu l'année dernière. Les défenses, en fait, ont rapidement stacké la boxe, puisque devant un jeu à la passe parfois inefficace, eh bien, ils ont vu que la seule façon d'avancer pour Minnesota, c'était Darius Taylor. Donc, cette année, il faut que Darius Taylor ne soit pas le seul moteur de l'attaque et que donc il faut obliger les défenses à s'étirer et permettre derrière au run game des Golden Gophers de s'exprimer. Parce qu'on ne s'y trompe pas, hein, le run game sera toujours à la base du succès de l'équipe qui était en 7-0 quand ils couraient pour plus de 110 yards contre 1-5 quand ils étaient en dessous. Voilà. Minnesota, quand ça arrive à développer son jeu de course, c'est assez fort, mais pour développer son jeu de course, il faut aussi avoir un jeu de passe à côté qui oblige la défense à toujours devoir choisir. Il faudra aussi observer comment la ligne offensive va se comporter avec 3 nouveaux titulaires et il va falloir mettre le jeune Lindsay dans les meilleures conditions pour qu'il puisse exprimer son talent à la passe. La défense était élite l'an dernier et devrait le rester. Voilà, si l'attaque performe, alors les Golden Gophers pourraient bien être le Dark Horse de la Big Ten en 2025.
On passe au pronostic désormais. On va commencer avec Wisconsin et on va parler du calendrier également. Wisconsin qui commencera la saison avec une réception de Miami, Ohio, avant d'accueillir Middle Tennessee. Ensuite, le 13 septembre, ce sera le gros test avec le déplacement à Alabama, suivi d'une réception de Maryland, d'un déplacement à Michigan, puis une double réception au milieu du mois d'octobre d'Iowa et de Ohio State avant un déplacement dangereux à Oregon. On recevra ensuite pour le mois de novembre Washington, on se déplacera à Indiana, on recevra Illinois et on finira le 29 novembre pour repartir avec la hache de Paul Bunyan à Minnesota. C'est un calendrier, on va le dire tout de suite, très difficile. C'est un calendrier de l'enfer, sans doute le plus compliqué de la Big Ten. 6 adversaires classés en pré-saison, puisque en plus d'avoir un calendrier de conférence très compliqué, on a ce déplacement à Alabama. Et bah, je vais être cash, je ne suis pas du tout confiant pour Wisconsin. Je suis pas du tout confiant pour Wisconsin. Je pronostique une saison avec 4 victoires et 8 défaites. Je pense que Wisconsin sera trop juste et je pense que malgré le retour à une attaque plus conventionnelle pour les Badgers, qui passera plus au sol, je pense que le manque de playmaker en défense va forcer les Badgers à courir après le score et je ne fais pas confiance à Edward Juniors et au corps de receveurs pour forcer la décision en fin de match. Quand on court, quand on contrôle la clock, c'est important de mener au score forcément, mais j'ai l'impression que Wisconsin va jamais vraiment pouvoir être dans cette position. Il va devoir forcer un peu plus à la passe et je pense que c'est la grosse faiblesse de Wisconsin cette année. C'est pour ça que je les vois avec 4 victoires et 8 défaites. Le calendrier est dantesque à partir du mois d'octobre. Le mois de septembre, à part le déplacement à l'Alabama, les 3 autres matchs sont accessibles. Je les vois donc perdre contre Alabama, contre Michigan, contre Iowa, contre Ohio State et contre Oregon. Et je les vois également perdre contre Indiana, Illinois et enfin contre Minnesota. Voilà, bah en gros, ils vont gagner les 2 premiers matchs parce que c'est du groupe of 5, parce que c'est Miami, Ohio et Middle Tennessee. Encore que attention, Miami, Ohio pourrait peut-être réussir à faire le coup. Je les vois gagner aussi contre Maryland, qui risque fortement d'être la pire équipe l'année prochaine l'année prochaine, cette année de Big Ten. Désolé Elio, mais après derrière, ouais, le calendrier est vraiment beaucoup trop dur. T'affrontes des adversaires très forts. Peut-être réussir à gratter un match à domicile contre Washington. Peut-être contre Illinois, si Illinois se révèle pas forcément être si monstrueux que ça. Mais voilà, 4 victoires, 8 défaites. On peut peut-être monter à 5 victoires, mais difficilement plus. Il y aura peut-être des progrès, mais en fait, le problème, c'est que le calendrier va faire aucun cadeau. Le calendrier est horrible. En fait, après le match contre Maryland, t'as aucun adversaire facile. Et ben voilà pourquoi je pars sur un 4-8 assez triste pour Wisconsin. Faudrait voir dans les archives, mais je pense que Wisconsin, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas été à 4 victoires. Et je pense que Fickel sautera à l'issue de cette saison, voire même pendant le stretch du mois d'octobre. Faudra voir tout ça, mais je ne vois pas Luke Fickel être le coach l'année prochaine à Wisconsin. C'est dommage, parce que j'ai adoré, en tant que fan de Group of Five, j'ai adoré son boulot avec Cincinnati, même si c'était un rival de UCF, il fallait quand même reconnaître qu'il avait fait un très gros travail avec Cincinnati, une qualification en playoff historique, une saison 2020 qui était vraiment excellente également. Mais voilà, un peu à la manière de Scott Frost à Nebraska, je pense que Luke Fickel va pas rester très longtemps à Wisconsin. Je pense qu'il a fait l'erreur de vouloir tout changer là-bas. Et c'est pour ça que je pense que c'est trop tard, malgré les changements qu'il a fait à l'intersaison, pour revenir à quelque chose de plus conventionnel. Je pense que Wisconsin ne verra pas les bowls et je pense que Wisconsin ne dépassera pas les 5 victoires. Voilà. Changement d'ambiance avec Minnesota, où je suis un peu plus optimiste pour les Golden Gophers. On va d'abord parler du calendrier. Avec 2 réceptions pour commencer. Buffalo, qui, mine de rien, attention, équipe très sérieuse de la MAC cette année. Et ensuite réception de Northwestern State. On se déplacera ensuite à California, on recevra Rutgers, puis le gros déplacement à Ohio State, suivi
Donc, d'une double réception de Purdue et de Nebraska. On recevra ensuite on se déplacera ensuite à Iowa fin octobre. Et puis pour le mois de novembre, une réception de Michigan State, déplacement à Oregon, déplacement à Northwestern et réception de Wisconsin. On le voit, le calendrier est beaucoup plus simple que Wisconsin pour Minnesota et je pronostique une saison avec 8 victoires pour 4 défaites. Du coup, le total opposé des Badgers. Je pense qu'ils vont perdre à Ohio State, à Oregon et à Iowa. Et je les vois en lâcher un à la maison, sûrement contre Nebraska. Je vois bien Nebraska réussir à faire un coup là-bas. Donc voilà, 8 victoires, 4 défaites. L'équipe a le potentiel pour aller en chercher 10. Si l'attaque performe beaucoup plus que prévu, si l'INSEE a fait une saison exceptionnelle et montre qu'il est un QB vraiment au-dessus de ce qu'on pensait qu'il est. Mais voilà, 8 victoires, 4 défaites, potentiellement 9 victoires, 3 défaites. Peut-être même, honnêtement, peut-être même 10 victoires et 2 défaites, si ça gagne à Iowa, par exemple, ou peut-être à Oregon en fin de saison, on ne sait pas, où on seront les Ducks. Mais bon, en restant plutôt mesuré, ouais, 8 victoires, 4 défaites, on est quand même sur un bon bilan. Et puis voilà, comme je l'ai dit pour Wisconsin, mais je le répète, du coup, la Paul Bunyan Axe qui va rester dans le Minnesota pour la deuxième année consécutive, puisque je les vois remporter le match le 29 novembre. Ce sera une nouvelle bonne saison pour les hommes de PJ Fleck qui pourraient se retrouver juste derrière les cadors de la conférence. Et Minnesota peut passer un cap cette saison. Je pense qu'il faut passer un cap dans cette saison. Ils ont le calendrier pour, ils auront les défis pour. Je pense qu'ils n'arriveront pas forcément à tous les relever. Mais voilà, Minnesota, c'est maintenant une équipe qui compte en Big Ten. Le but, maintenant, l'objectif pour eux, c'est de réussir à passer un step. Peut-être pas en 2025, peut-être en 2026, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'on sera pas loin du top 25, honnêtement, pour les Golden Gophers, qui seront une équipe vraiment regardée, ne serait-ce que pour Coy Perich. Voilà pour donc les pronostics, pour les previews. En résumé, Wisconsin, ça commence à sentir le roussi pour un Luke Fickell qui va devoir sauver sa peau et qui essaye de revenir aux bonnes vieilles méthodes. Alors que à Minnesota, tout se passe bien et on attend une progression en continu. Voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres previews. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.